T'es toute seule? Ouais. Et toi? Ce qui m'a décidé à accepter d'être la marraine de la fête du court-métrage, c'est la qualité de l'événement. C'est son côté populaire qui m'a beaucoup touchée. C'est le fait qu'on puisse regarder s'il n'y a pas une projection près de chez nous. C'est le fait qu'en fait, l'événement se déplace vers les gens qui m'a beaucoup plu. Mon goût, mon amour pour le court-métrage aussi, l'envie de participer à son rayonnement, ça a beaucoup joué. Et puis après, j'ai découvert aussi tout ce qui se passait au pavillon Carré Baudouin, où je me suis dit impeccable, je vais emmener mes filles aux ateliers VFX, voir les projections spécialement dédiées aux enfants. Je vois qu'il y a des projections à partir de 3 ans, de 5 ans, jusqu'à 12 ans. Voilà. Tout ça m'a beaucoup plu. Et puis cette idée aussi, en fait, qu'on puisse organiser des projections de la même manière dans des établissements, si on a envie, dans un collège, dans une bibliothèque, dans un lieu culturel, qu'on puisse être co-créateur de cet événement. Ça, c'est quand même extraordinaire. Si oui, il y a un film, il y a Ce qui appartient à César, qui est un très beau film et qui choisit un point de vue très intéressant pour parler du viol, des agressions sexuelles. Il y a beaucoup de grâce à l'écriture et à la mise en scène. Et un superbe interprète. C'est un très beau film. Il y a aussi des tables rondes. Il y a une table ronde notamment sur la musique de film avec Pierre Oberkampf qui a fait la musique des Belles Cicatrices et Amaury Chabotti qui fait la musique notamment des frères Bourquema. Donc, voilà, ça c'est un événement où je vais me rendre. Aïe, attends, t'es un gamin, tu vas voir. Tu m'auras jamais. Attends, va pas trop loin. C'est un format que j'aime beaucoup. Ce qui me plaît, c'est en fait qu'il y a ce rapport à l'œuvre de jeunesse et donc à une entièreté, une forme de radicalité, une prise de risque et d'audace qui s'émancipe aussi des contraintes de marché. Donc en fait, c'est là où on a... Moi, c'est ce que m'avait fait l'expérience à Clermont-Ferrand de cette force de proposition formelle, narrative, où parfois, peut-être que les longs métrages, ça s'agisse un peu, dû à la démultiplication des interlocuteurs, des enjeux. C'est la répétition. Il y a ma sœur. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Déjà des rencontres avec des équipes, c'est ça qui se passe quand on fait du court-métrage, c'est qu'on se constitue une famille de gens avec qui on a envie de retravailler. Donc il y a des gens qui reviennent sur le long-métrage avec qui j'ai travaillé à la Fémis, évidemment. Et puis, ce que je découvre en vérité, c'est que savoir écrire du court-métrage n'est pas savoir écrire du long-métrage. J'avais la conviction, moi, que je savais écrire un film et il a fallu que j'apprenne à écrire sur ce premier long-métrage. C'est vraiment pas la même écriture. C'est très agréable le court-métrage à écrire. Mon rapport au court-métrage dans sa fabrication, il a été sanctuarisé par une école d'une certaine manière. C'est que il y avait quelque chose de l'ordre du faire, quoi, de la fabrication. Puis cette école, la Fémis, elle organise ça. C'est-à-dire qu'elle dit vous allez en faire beaucoup. Mais c'est très bien parce qu'on apprend à faire marcher ce muscle-là et à ne pas être enquisté dans la peur ou la sacralisation du cinéma. Voilà, on fabrique, on se plante, c'est dur. Et on y retourne. Et avec le long métrage, c'est cet endroit-là qui a été difficile à débloquer en fait, parce que le cinéma pour moi c'est tellement sacré qu'il n'est pas question de faire n'importe quoi. Il n'est pas question de, en tout cas, il n'est pas. Enfin, si je participe à cet art-là,
c'est pas pour rajouter quelque chose de vain. On est tellement abreuvé de flux d'images qu'il y a une responsabilité pour moi à en fabriquer de nouvelles. Et des récits, pareil. Ah, Charlotte! Je sais que j'aime pas ça. Ah, pardon. Ce qui est sûr, c'est que mon rapport au jeu, il conditionne la manière que j'ai de travailler avec les acteurs. Ça, c'est une certitude déjà parce que je pense que je comprends où ils en sont, ce dont ils ont besoin, et que je continue de chercher pour moi où est-ce que se trouve la liberté, où est-ce qu'en soi, quand on joue, on accède à des états de grâce. Et donc, qui m'a permis d'y accéder, ou comment, et comment moi je peux mettre en place cet endroit-là. Donc, même en parallèle des tournages, je continue à me former comme actrice, à faire des trainings à Londres pour apprendre des méthodes qui me servent pour moi, pour mon pur plaisir de jeu déjà, juste de jouer, et puis alors là en plus de jouer sans pression quoi, dans ces endroits-là, mais aussi pour me dire ça c'est quelque chose que je peux apporter aux acteurs qui vont les aider, qui sont des petits pas à côté. Comme ce que fait Justine Triet dans Anatomie d'une chute avec le jeune acteur quand elle lui dit tu vas me dire donne-moi la clé, je vais te dire non et tu dois répéter donne-moi la clé et je vais te dire non et ça va faire monter une émotion en fait parce que ça frappe avec des niveaux inconscients et que là l'acteur il accède à autre chose que le texte, bien faire, bien dire la scène et il accède à sa propre résonance avec les enjeux de l'histoire. Donc ça me passionne absolument. Hein, t'apprends pas ça à l'école? Tu fais cramer tes cahiers? Jut, c'est ma veste, ça. Eva, tu me racontes c'était quoi la suite du programme? On fait tout flamber? On le fait à la baraque avec Marraine dedans? Si, parce que ou même le film d'Emmanuel Mouret, c'est aussi des conditions de fabrication qui sont très différentes. Avec Emmanuel Mouret, on était 4 dans l'équipe. À travailler dans sa maison, dans le sud. Donc il y a quelque chose de très familial qui s'invite dans le film, là où évidemment 10% aussi, bien sûr, on a des alliés, et on parle de famille, mais ça n'a rien à voir en vérité. C'est elle, la Sandrine Ollier? Oui. Incroyable comme coïncidence, non? Juste, je t'en parle et... Mais tu vois, elle est tout à fait normale comme fille. On en a parlé un petit peu avec Emmanuel, parce que je suis toujours curieuse de savoir comment les gens qui font ça, cette alternance, ce trait d'union en temps réel, que moi j'aime avoir, mais pas en temps réel, c'est-à-dire pas être à la fois devant la caméra et derrière. Je suis toujours curieuse de comprendre comment ils font. J'avais été très impressionnée, si on parle de forme courte, mais c'est plus de la série, mais par casting de Pierre Ninet, et de le voir diriger comme un chef d'orchestre, et puis se changer en dirigeant, et bondir devant la caméra pour jouer. Moi, je suis vraiment incapable de faire ça. C'est une expérience que j'ai tentée à la Fémis, qui a été très douloureuse, et je suis trop dure avec moi-même Enfin, j'ai besoin de quelqu'un qui me regarde et qui m'aide à m'aimer. Et sinon, j'ai la réalisatrice qui est braquée sur moi et qui est intransigeante et qui dit faut refaire, c'est pas bien. Et en montage, j'étais obligée de me dédoubler et de dire coupe-la, elle me saoule. Sinon, et ça me permettait d'avoir de la distance et de l'autodérision. Aujourd'hui, je pense que je serais plus apte à le faire parce que je me suis libérée de beaucoup de choses et que je retrouve un plaisir enfantin à jouer qui s'était un peu perdu avec des pressions d'industrie, quand ça devient son métier, voilà, il faut veiller à ça. Moi, j'ai pas veillé à ça. Je suis toute seule là, dans les chiottes. Les mômes qui sont complètement malades, je me suis enfermée. Puis Eva qui m'a dit ouais, elle est où Marraine? Elle fait quoi Marraine? Elle arrive quand Marraine? Je lui ai dit que tu venais. Je trouve que c'est un métier tellement bizarre.
c'est très très bizarre ce métier, les acteurs sont fous de faire ça. Et parfois j'ai encore ce truc de c'est vraiment des gens qui me fascinent et j'oublie que moi-même j'en fais aussi mon métier. Tellement j'adore les acteurs et ils me fascinent. Mais raconter une histoire avec son corps, ses émotions et sa propre histoire qui vient se télescoper, c'est quand même inouï. En temps réel, toujours au présent, c'est complètement dingue. Et puis c'est une forme d'écriture, parce qu'on écrit quand on joue. On fait des choix, même s'ils sont intuitifs, même s'ils sont spontanés, même si on fait des choix d'écriture sur une nuance, une intonation, sur l'angle d'une scène. C'est pour ça que parfois on rate des rôles, parce qu'on a fait des choix qui ne sont pas ceux qui sont nécessaires à cette histoire-là. Mais c'est une forme d'écriture. Et donc, c'est quand même un métier qui peut rendre fou, parce qu'on ne sait pas ce que ça vient frapper complètement avec soi-même. Pour moi, je trouve que c'est un métier dangereux. Donc, il faut un vrai safe place. Et parfois, je trouve qu'on oublie ça, il y a ce côté un peu presse-bouton des acteurs, c'est-à-dire... et même nous, on se met dans cet endroit-là. La chose la plus subtile à faire, c'est d'atteindre un état du personnage qui n'est pas du tout celui dans lequel on est. Parfois, par exemple, quand il y a beaucoup de trac et de jouer quelqu'un de très à l'aise, c'est très difficile. Parce que là, parce qu'une voix blanche, ça s'entend. Parce que les vibrations d'un corps qui a peur, ça se sent. Et ça traverse l'image. Et parfois, jouer à l'inverse des scènes de colère ou de... J'ai vu, moi, des acteurs se charger d'un état avant la prise sans même le savoir. En étant en colère sur des choses de décor, des choses qui ne fonctionnaient pas, en s'agaçant hors champ, hors prise. Et en fait, quand je voyais ce qu'ils avaient à jouer, je me disais, mais d'accord, il n'est pas du tout en colère contre l'équipe. Là, c'est parce que c'est trop dur d'accéder à ça en partant de rien. Et donc, de la même manière, honorer cette pratique-là. Y prendre garde, c'est pas faire des acteurs, des divas, parce que je crois aussi qu'un acteur chiant, c'est un acteur qui a peur. Sérieusement, il y a un bébé dedans. Mais on dirait qu'il nous fait coucou, il est horrible. Ah, c'est dégueulasse. Attends, regarde, on fait sauter la tête. Oui, c'était complètement nouveau pour moi, la différence que j'avais déjà fait des voix off pour des publicités, donc ce travail un peu technique sur la voix, je l'aime beaucoup. Mais en fait, c'était très différent parce qu'en voix off, on va vraiment travailler une intention, on va faire des boucles sur une même phrase pour avoir du choix. Là, on a commencé par travailler les situations texte en main, enregistrées pour qu'elles permettent de créer l'animation. Et après, on est revenu en studio pour enregistrer. Mais il y avait quelque chose de très... c'est aussi ce qui se passe toujours en fait avec les petites économies, et celles des courts-métrages le sont souvent. C'est que finalement, en effet, c'est un espace plus grand de liberté. Parce qu'il y a moins de décisionnaires, parce qu'on peut s'autoriser plus de choses. Et donc, peut-être que parfois, c'est un espace plus serein. C'est un exercice de se dire que c'est pareil, en fait, le long-métrage. Tous ces endroits-là, c'est pareil. Mais ça vient avec le temps et l'expérience, je pense. Moi, je suis encore en transition, quoi. Du court au long. Mais oui, c'était juste jouer une noyade dans un salon d'appartement avec une bouteille d'eau. C'est très drôle à faire. Attends, de quoi tu parles? Non. Dis-le, t'as peur de quoi? Parle, Gaspard! T'étais bourré, Leïla, c'est pour ça que tu t'en souviens plus. À chaque fois que t'avais envie de moi, c'est parce que t'avais bu. T'es sérieux? C'est triste à dire, mais c'est plutôt quand toi t'es bourré que j'ai envie de toi en fait. Tu te laisses aller, tu deviens un autre Gaspard. T'inventes des pas de danse débiles que tout le monde reprend en chœur. Tu hurles à la fenêtre en demandant à toute la ville pourquoi elle s'endort alors qu'ici on se réveille à peine. Tu me fais rire. Et je me dis qu'avec toi c'est sûr que je vais jamais m'ennuyer et je retombe amoureuse à chaque fois. Et surtout, tu parles vraiment de ce que t'as au fond de toi. Tu marmonnes plus dans ta tête. J'ai un film qui sort en septembre qui s'appelle Adieu Jean Pat. C'est de Cécilia Rouault, avec Hakim Gemili, Gustave Kervern, Nora Hamzaoui. C'est coécrit par Fab Caro. Donc c'est une comédie absurde autour d'un personnage qui
s'embraye dans un mensonge et qui va devoir organiser les funérailles de son meilleur ami. Enfin, non, pardon, justement, de son meilleur ennemi, c'est son mensonge. Moi, j'adorais ça, nos longues discussions en rentrant des fêtes. J'aurais aimé marcher, mais toute la nuit avec toi. T'étais là, quoi. T'étais vraiment là. Regarde, là, juste après 2 bières, tu m'as plus parlé qu'en plusieurs mois. Moi, je voulais tout ça tout le temps. Et sans que t'aies à boire. Mais je crois que t'en es incapable. Et je crois que tu changeras pas.